Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 15 mai dans lequel je vous propose de continuer notre petite série consacrée au Festival international du documentaire de Taïwan, le TIDF, qui s'est achevé dimanche dernier. Le festival avait consacré un programme spécial de 6 projections avec des films consacrés à l'enrôlement des Taïwanais pendant la Seconde Guerre mondiale, en élargissant à la période de l'après-guerre. Cette sélection, qui comprenait des films de propagande de la période coloniale japonaise et des documentaires produits entre les années 70 jusqu'aux années 2000 et 2010, proposait une réflexion sur les mémoires de guerre et le changement d'identité qu'ont connu les Taïwanais, d'abord citoyens et soldats japonais, puis chinois, sous la République de Chine. Chen Wanling, chargé de la programmation du festival, était venu au studio de RTI pour présenter la sélection et notamment celle de ce programme spécial intitulé Taiwan Spectrum. Nous avons déjà dû commencer par nous demander ce que ça voulait dire d'être taïwanais. Ce programme explore l'évolution de l'identité des Taïwanais au cours des 100 dernières années, car ils vivaient sous la domination japonaise pendant 50 ans avant que le KMT et la République de Chine n'arrivent et ne prennent le pouvoir. Pendant la colonisation japonaise, le mouvement Kominka de japonisation a enseigné aux Taïwanais comment être de vrais Japonais. Et beaucoup de Taïwanais ont changé d'identité à cette période avant de se battre pendant la Seconde Guerre mondiale sous la bannière de l'Empire japonais. Était-ce une guerre pour laquelle ils étaient censés se battre ? Cela a créé beaucoup de questions à l'époque, mais parmi ceux qui sont revenus, beaucoup ne voulaient pas parler de leur expérience de guerre. Lorsqu'on parle des guerres, on parle souvent de quel pays a remporté telle ou telle bataille, mais on entend rarement les témoignages de ceux qui ont vécu ces guerres et ce qu'ils ont à dire peut être sujet à controverse, car certains pensent qu'ils ont fait une guerre juste et qu'ils se sont battus pour leur pays, mais de quel pays s'agit-il au juste ? Que pensaient-ils être ? Et après l'arrivée du KMT, Taïwan est passé du statut de territoire qui a perdu la guerre à celui de pays qui a gagné la guerre. Beaucoup de gens étaient perdus. C'était l'occasion de s'intéresser au rôle et à l'expérience des Taïwanais engagés ou enrôlés dans l'armée impériale japonaise, puis déployés, pour beaucoup, dans les territoires occupés par le Japon en Asie du Sud-Est, où ont été commis un grand nombre de crimes de guerre, souvent tués ou tout simplement niés à leur retour au pays. Un sujet encore en partie tabou à Taïwan, abordé notamment dans le documentaire Hitsun du réalisateur Chen Zhihe, ou encore dans le très long métrage From Island to Island de Lau Kek-Huat, qui avait déjà été projeté à la 14e édition du TIDF en 2024 et qui avait rencontré un grand succès auprès du public taïwanais. La sélection des courts-métrages comprenait 4 films, dont 2 très courtes archives de propagande japonaise de 2 et 4 minutes, illustrant la campagne de mobilisation spirituelle des soldats taïwanais appelés sous les drapeaux de l'Empire, ainsi qu'un exercice militaire pour les écoliers à Taichung. On peut y voir une procession lors d'une fête shinto avec des écoliers soldats s'entraînant au fusil et des écolières préparant des boulettes de riz, un témoignage de la mobilisation totale de la société dans la préparation pour la guerre. Le 3e court-métrage, Mujo, du réalisateur japonais Fuji Hikaru, superpose des images d'archives de propagande de 1942 et 1943, filmées dans un centre d'entraînement civil, le Kokumin Dojo, à Tainan, avec un tournage moderne et des acteurs vietnamiens qui ont été invités à reproduire les gestes de ces jeunes Taïwanais de manière synchronisée, soulignant ainsi les rituels utilisés pour convertir les Taïwanais en sujets japonais. Pour commenter le contenu des films et répondre aux questions des spectateurs, le TIDF avait invité l'historien Lan Shiqi, maître de conférence à l'Université nationale Zhengzhi, qui travaille principalement sur les questions de mémoire, sur la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, et qui a participé en tant que consultant historique à de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier film est très surprenant et s'inscrit dans la lignée des films précédents sur la mobilisation des troupes taïwanaises pendant la période japonaise, qui insiste particulièrement sur l'aspect spirituel et l'entraînement de la volonté. Le 3e film se concentre donc sur la manière de renforcer la volonté, la préparation individuelle afin d'affermir l'esprit de corps, à se sacrifier pour le pays et à participer à l'effort de guerre.
En fait, on peut dire que les 3 premiers films illustrent vraiment le haut degré de militarisation de la société taïwanaise pendant la période japonaise. En fait, si on regarde en arrière, sur la période des 100 dernières années, Taïwan a connu un état de forte militarisation de la société, que ce soit pour des raisons de politique intérieure, avec les différents changements de régime, ou à cause du contexte international. Et on peut même dire que cette militarisation, encore aujourd'hui, ne semble pas avoir pris fin et pourrait encore continuer un moment. La sélection des courts-métrages comprenait aussi un 4e film de 30 minutes réalisé par Zhang Zhaotang, photographe et cinéaste taïwanais décédé en 2024, qui avait à l'époque réalisé un reportage pour la télévision sur le retour à Taïwan d'un soldat autochtone, un certain Sun Yu, aussi connu sous le nom de Li Guanghui. Cet autochtone Amis avait été déployé par l'armée japonaise à Bornéo et a passé 30 ans dans la jungle indonésienne avant d'être retrouvé vivant en 1974 et rapatrié à Taïwan. Il a été accueilli en grande pompe par le gouvernement nationaliste de la République de Chine et son retour a suscité un fort engouement médiatique en 1975 avant qu'il ne décède en 1979 d'un cancer du poumon. Le documentaire de Zhang Zhaotang n'est en réalité pas la version originale du documentaire produit dans les années 70 pour la télévision taïwanaise, qui avait été réalisé dans un contexte de loi martiale et d'où transpire donc la propagande nationaliste du KMT. La version présentée par le TIDF est en fait une version transmise par le fils du réalisateur. Ce que je sais, c'est que Zhang Zhaotang était à l'époque journaliste à CTIV, la télévision publique. Je pense qu'il a filmé des images qui correspondaient au format de reportage que demandait CTIV, mais qu'il en a aussi profité pour filmer un peu tout ce qui l'intéressait en plus. Ce documentaire est donc une sorte de version behind the scene. Nous avons beaucoup de chance que son fils ait bien voulu nous révéler que cette version existait et ait bien voulu nous la partager pour la diffuser, car je crois que c'est ce que Zhang Zhaotang voulait laisser et montrer de cette histoire. Le documentaire sur Li Guanghui est un film étrange avec une ambiance très particulière. Le personnage principal ne parle pas, mais on entend son fils, pur produit de la politique de sinisation nationaliste du KMT, s'exprimer en mandarin avec un accent pékinois. On voit le fils et la femme de Li Guanghui l'accueillir à sa descente de l'avion. Ce qui n'est pas précisé, c'est que sa femme, qui comme tous pensait qu'il était mort depuis longtemps, s'était entre-temps remariée. On sent donc un peu de gêne entre ce couple, forcé de mettre en scène des retrouvailles chaleureuses pour la caméra de télévision. Quelle voix entend-on dans le film ? Celle du journaliste de la télé. C'est lui qui parle le plus. On entend aussi le fils de Li Guanghui. Et quelle langue parle-t-il ? Le mandarin, pas sa langue maternelle. Quand le père rentre à Taïwan, on l'appelle par un nom chinois. En réalité, il avait un nom autochtone Amis, Sunyon, et son nom japonais, Nakamura Teruo. Mais en rentrant à Taïwan, on lui a donné un 3e nom, un nom chinois. Mais Li Guanghui ne parlait probablement ni le mandarin, ni le taïwanais, seulement sa langue autochtone et un peu de japonais. À la fin du documentaire, on voit le célèbre musicien taïwanais Chen Da qui chante en taïwanais. Mais tout au long du documentaire, on n'entend pas Li Guanghui parler. Après 30 ans passés loin de Taïwan, il revient dans une société où il est incapable de communiquer. Dans le film, beaucoup de gens viennent lui rendre visite, lui apportent des cadeaux. Chen Da chante pour lui, mais on ne le voit jamais sourire. Je pense qu'il ne comprenait pas un mot à ce que disaient tous ces gens. Je pense que Zhang Zhaotang a voulu mettre en exergue le fait que Li Guanghui, qui est parti se battre en tant que japonais, est revenu dans un pays gouverné, contrôlé par un autre régime et se retrouve impuissant face à cette nouvelle situation. Également dans le programme Taiwan Spectrum, le documentaire de Guo Liang-ying intitulé Shonenko, Jeunes travailleurs en japonais, consacré à ces plus de 8400 jeunes adolescents de 12 à 14 ans recrutés pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale pour aller travailler dans des usines de manufacture militaire au Japon, avec comme promesse de recevoir salaire et éducation. Beaucoup de shonenko ont eu un destin tragique. Certains sont morts dans les bombardements de leur usine, tandis que le reste s'est retrouvé après la défaite, bloqué au Japon sans ressources.
Certains ont décidé de rester au Japon pour tenter d'y faire leur vie, d'autres sont partis pour la Chine et n'ont jamais pu revenir à Taïwan et revoir leur famille, et la plupart ont décidé de rentrer à Taïwan, mais non sans peine, pour ensuite faire face à un nouvel enrôlement, cette fois-ci sous les drapeaux de la République de Chine. Ce que je retiens personnellement en voyant le film de Guo Liangyin, c'est qu'au cours des 100 dernières années, la société taïwanaise a toujours participé à des guerres qui n'avaient pas de sens. Après le départ des Japonais, l'état de guerre a en fait continué, et la République de Chine a pris la relève du gouvernement japonais en mobilisant les Taïwanais. On voit d'ailleurs les anciens baraquements militaires japonais qui sont réutilisés par le gouvernement du KMT. Donc les Taïwanais ont continué à être enrôlés et entraînés, mais sous différents drapeaux. Mais au final, le pays a trahi et a abandonné ses shonenko, ces jeunes Taïwanais envoyés au Japon pour travailler dans les usines de manufacture militaire, jusqu'à parfois même les renier. Et des dizaines d'années plus tard, ces gens n'ont toujours pas reçu de véritable reconnaissance ou de réparation digne de ce nom. Le documentaire, sorti en 2006, part à la rencontre de plusieurs shonenko qui sont aujourd'hui des hommes âgés et qui racontent comment ils ont vécu ces années au Japon, puis leur retour à Taïwan. Certains racontent la manière dont ils ont déserté afin d'échapper à un potentiel enrôlement dans la guerre de Corée. La Sheti a expliqué qu'à l'époque, Taïwan avait failli être entraîné dans le conflit, d'où les rumeurs et les craintes de ces jeunes hommes. On voit dans un des films une cérémonie de remise des diplômes qui est filmée le 29 juin 1950, c'est-à-dire tout juste 4 jours avant le début de la guerre de Corée. C'est donc une période de forte tension et de guerre. Les États-Unis étaient le plus grand soutien de la République de Chine, permettant au gouvernement nationaliste de maintenir son pouvoir et son contrôle sur Taïwan, notamment en lui assurant les ressources nécessaires. Les États-Unis ont donc joué un rôle primordial pour la République de Chine dans la période de l'après-guerre. À l'époque, la République de Chine voulait vraiment s'engager militairement dans la guerre et était persuadée que participer à cette guerre lui permettrait de montrer au monde entier l'engagement de la République de Chine à vaincre les communistes et à reconquérir le continent. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage, mais je vous invite à retrouver les autres émissions consacrées au TIDF ainsi que celles dédiées au film From Island to Island sur notre site internet en cliquant sur les liens qui sont insérés dans la description du décryptage d'aujourd'hui.